Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 23 avril. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Suite et fin de notre série de reportages consacrés au déplacement du souverain en Grèce. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le forum économique de Delphes, auquel le prince Albert II a pris part. En basket, vendredi, la Roca Team jouera sa dernière carte pour participer aux play-offs d'Euroleague face au Barça. Les réactions d'avant-match dans ce journal. Le Grand Prix historique se déroulera de vendredi à dimanche en direct sur Monaco Info. Nous irons dans quelques instants dans les coulisses de cette 15e édition. Pendant ce temps, la Team monégasque s'apprête à participer à la deuxième étape de l'E1 Series, une course internationale de bateaux électriques. Ils sont actuellement au lac de Com et nous serons avec un des pilotes de l'écurie monégasque, Maxime Nochet. Du lac de Com, nous irons à Carthage, en Tunisie, où se déroule une session de formation organisée par l'Académie de la mer de Monaco. Nous vous en avons déjà parlé, l'Organisation hydrographique internationale s'est réunie en principauté cette semaine. La présentation dans cette édition, entre autres du navire militaire italien actuellement dans le port Hercule, à l'invitation de l'OHI. Et enfin, la présentation du rituel des 5 éléments. C'est une nouveauté gastronomique que propose Marcel Ravin tous les mercredis au Blue Bay jusqu'au 24 juin. La visite officielle du prince Albert II en Grèce s'est achevée hier soir. Pour sa deuxième et dernière journée sur place, le souverain s'est rendu à Delphes, une ville mythique où s'écrit actuellement l'avenir de la Grèce et de toute la région qui entoure ce pays bordé par la Méditerranée. Une mer qui est un point d'ancrage pour Monaco également. Le prince Albert II a pris part au forum économique de Delphes et a pu découvrir le site qui abrite les vestiges du passé, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Perché sur les pentes du mont Parnasse, Delphes fut jadis considéré comme le centre du monde antique. Le temple d'Apollon et l'oracle s'y trouvaient. Rois et citoyens venaient le consulter pour éclairer leurs décisions. Et aujourd'hui, les vestiges de ce passé témoignent de la richesse culturelle et spirituelle du site. Apollon était le dieu du soleil, des arts, de la poésie, de la musique et de l'oracle. En fait, ici à Delphes, il venait surtout pour l'oracle, pour la Pythie, une prophétesse qui prédisait l'avenir par les temples d'Apollon. C'est le deuxième plus visité site archéologique de la Grèce. Il y a beaucoup de monde chaque jour ici à Delphes et tout le monde connaît l'endroit à cause de l'oracle. On va commencer par les musées aujourd'hui, où il y a quelques statues et la sculpture retrouvées dans les sanctuaires d'Apollon, quelques statues comme la statue de l'Orige, la Sphinx, il y a quelques frises sculptées par le temple d'Apollon par exemple, et après ça on va monter jusqu'au temple où on avait l'oracle. Un site inspirant donc, où l'on vient du monde entier et où est organisé depuis 2016 le Delphi Economic Forum. Un rendez-vous international souvent comparé à plus petite échelle au forum de Davos. C'est une plateforme internationale de débat où se rencontrent décideurs politiques, économiques et intellectuels. L'objectif principal étant de favoriser le dialogue sur les grands enjeux mondiaux, promouvoir des idées pour la croissance économique et la coopération internationale, tout en mettant un accent particulier sur l'Europe, la Méditerranée orientale et l'Europe du Sud-Est. En résumé, ce sont des débats sur les grandes transformations du monde. This forum was established 10 years ago during the economic crisis, and we tried to bring some knowledge in Greece in order to pass those difficult days. However, the forum developed very much. It is now, I would say, a European forum. It helps a lot the issues of the region, of the Mediterranean, of the Balkans, and we like to think that it plays a significant role. Not a political one also, but also a business role. Le prince Albert II a fait partie, aux côtés du président grec, des intervenants de la session d'ouverture du forum. Il a pu partager sa vision sur l'avenir, notamment de la mer Méditerranée, et plus généralement sur le combat en faveur de l'environnement, en s'appuyant sur l'exemple de l'économie bleue, dont il a salué la pertinence du modèle, à quelques semaines maintenant de l'organisation à Monaco du deuxième Blue Economy and Finance Forum qui s'inscrit dans cette dynamique. Je crois que la Grèce peut être un autre pays partenaire de la principauté qui pourrait se développer à l'avenir. Donc on est très très heureux, enfin je suis très heureux d'avoir pu, avec la délégation qui m'accompagne, être ici en Grèce et puis terminer par cette participation à ce forum de Delphes qui est un forum qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est un bel espace de dialogue et de réflexion sur
seulement sur l'état du monde, mais sur les solutions en matière d'économie, de diversification de l'économie, d'économie renouvelable, de durabilité. Voilà, donc je crois que c'est un séjour qui sera, je l'espère, qui pourra entrevoir de très belles possibilités pour l'avenir. La visite officielle du prince Albert II en Grèce, ponctuée par sa participation au Delphi Economic Forum, ouvre donc de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, avec un avenir tourné vers des partenariats porteurs d'élan, vers toujours plus de durabilité. Le prince Albert II, qui vient de rentrer de sa visite officielle en Grèce, a assisté ce jeudi matin à la messe de la Saint-Georges, qui a été célébrée en l'église Sainte-Dévote. Saint-Georges est le saint patron de la police monégasque, une messe en présence donc de la force publique, de nombreuses personnalités et représentants des institutions de la principauté. Toujours en bref, Anis Wood, l'ambassadeur et représentant permanent de Monaco auprès de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, vient de signer un accord entre le gouvernement princier et le programme alimentaire mondial afin de soutenir l'égalité des genres, la protection et l'inclusion. C'est un renouvellement pour 2026-2027 destiné à assurer un accès équitable à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à s'attaquer aux causes structurelles des inégalités et à favoriser l'autonomisation économique et alimentaire des femmes et des jeunes filles. Cette aide de 3 650 000 € est répartie sur 7 projets axés sur les cantines scolaires et la lutte contre la malnutrition et la résilience des populations vulnérables. À ce soutien s'ajoutent les aides ponctuelles débloquées par la principauté pour faire face à des contextes d'urgence, comme par exemple au Malawi, en réponse à la crise alimentaire aiguë que connaît ce pays. On change totalement de sujet. En basket, l'Aroca Team joue son avenir européen demain soir à Gaston-Médecin avec la réception du Barça en play-in d'Euroleague. Après avoir perdu en Grèce sur le parquet du Pana, Monaco a une deuxième chance de rallier les play-offs face aux Barcelonais. Écoutez le coach ainsi qu'Eli Okobo au micro de Frédéric Elion. First of all, I expect difficult game. It will be also they are coming here. They know that this is the really last game season if you are not advancing. So we have to focus on us, be very physical, play as we know to play when we play physical and mentally tough. And we have to do this for 40 minutes. We cannot have too many ups and downs and no matter what happens, we have to play till the end. C'est un match pour continuer notre saison Euroleague, pour accéder aux playoffs, jouer au Olympiakos. Donc voilà, on a fait le taf en fin de saison pour avoir cette 8e place et avoir un dernier match à la maison s'il y avait besoin. Et il y a besoin aujourd'hui, donc il va falloir jouer à fond contre Barcelone. Tu parlais de besoin, on a senti sur les derniers matchs d'Euroleague à la maison justement qu'il se passe quelque chose avec ce public qui a conscience de toutes les galères dans lesquelles vous êtes passés et qui aura sans doute aussi un rôle important pour vous soutenir. Ouais, ça fait 5-6 matchs maintenant que c'est comme une finale en Euroleague et surtout à la maison. On ressent ça du public, des joueurs aussi, donc il va falloir se donner à fond. C'est la dernière chance. Se donner à fond pour la dernière chance. Nous verrons cela ce vendredi à 19h30, salle Gaston-Médecin. En quelques jours, la principauté a basculé au rythme du Grand Prix historique. Derrière la course, une organisation invisible s'active depuis des mois. Circulation, sécurité, paddock éphémère, tout est en place pour accueillir les bolides d'époque. Une mécanique de précision orchestrée par l'Automobile Club de Monaco, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Paolini. Une ville qui bascule en circuit. En quelques heures, Monaco se transforme pour accueillir le Grand Prix historique. 200 semi-remorques, barrières, déviations, zones sécurisées. La logistique est totale, presque chirurgicale. Les équipes de l'Automobile Club coordonnent chaque rue, chaque accès, chaque flux de circulation. Habitants, livraison, secours, tout doit cohabiter avec le tracé qui se dessine. Ce matin, on a fait un tour avec Jérémy Joffre, qui est en charge de l'organisation de tous ces stands. Et on a fait un tour pour voir ce qui était bien pour le J-1, pour voir pour le public qui va venir pendant les courses. Ensuite de ça, on a les pompiers qui règlent pendant vendredi, samedi, dimanche. Les pompiers décident de la jauge du nombre de gens qui peuvent être pendant les paddocks. Et c'est pour ça qu'il faut 3 semaines entre les Grands Prix, parce que sinon les gens ne peuvent pas être présents. On a besoin bien sûr des pompiers, on a besoin de la police, on a besoin de la gendarmerie, on a besoin de l'hôpital, qui a toujours une salle d'opération qui est prête en cas de dommages graves. On a besoin d'hélicoptères,
C'est une infrastructure colossale. Le quai Antoine Ier change de visage. En quelques jours, il devient paddock temporaire du Grand Prix historique. Sous les structures éphémères, les équipes installent de véritables ateliers. Orchestrés par l'Automobile Club, tout est pensé pour recréer les conditions d'un garage de compétition au cœur de la ville. Pendant 18 mois, on travaille sur ce Grand Prix. Okay, c'est pour ça qu'on peut le faire que tous les 2 ans. Ensuite de ça, on fait, les gens qui sont en charge de ça font des plans. On fait des réunions pour discuter si les plans sont valables. On recommence, on fait les plans plusieurs fois. Et ensuite de ça, on soumet aux entreprises le montage avec un timing qui est très 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 défini. C'est une véritable armée qui installe ça entre les rails qu'il faut installer pour les 3 Grands Prix et les stands qui vont être démontés après le Grand Prix historique. C'est un véritable défi logistique, c'est vrai. La compétition, elle, ne fait que commencer. Elle se poursuit jusqu'à dimanche au rythme des moteurs d'époque et des rues transformées en circuit. Et sachez justement que vous pourrez retrouver l'ensemble du Grand Prix historique en direct sur Monaco Info, vendredi dès 11h pour les essais libres, samedi à partir de 8h15 les essais qualificatifs avec en prime la parade Ferrari, et enfin dimanche toutes les courses dès 8h, tout cela commenté par nos 2 spécialistes Frédéric Aillon et Franck Phillips, encore une fois en direct sur Monaco Info. C'est une autre compétition, mais ça va également très vite. Les E1 Series, c'est une course internationale de bateaux à moteur offshore entièrement électrique. Il s'agit de la 3e édition. 10 équipes sont engagées, dont la Team Monaco. La compétition se déroule actuellement en Italie, au lac de Comme, pour la 2e étape. Et nous sommes avec un des 2 pilotes, Maxime Nochet. Bonsoir. Bonsoir Fabien. J'aimerais que l'on parle, pour commencer, de la compétition en elle-même. Il y a plusieurs étapes à travers le monde. Chaque équipe est composée de 2 pilotes, obligatoirement un homme et une femme. Expliquez-moi le concept de cette compétition. Alors le concept de l'E1, c'est qu'il y a un garçon et une fille qui conduisent. Et c'est un tour avec une fille pour les qualifications et un tour avec un homme. C'est des groupes. Au final, c'est le temps combiné qui joue pour la qualification et pour la place. Ensuite, le jour des courses, c'est simultané. C'est groupe A, c'est ou le garçon ou la femme, et groupe B, vice-versa. Et du coup, qu'on escalade jusqu'à arriver en finale. La 2e étape se déroule au lac de Comme. Vous venez de faire les premiers essais. Quelles sont vos sensations, vos impressions ? À Jeddah, ça a été un peu dur. On a eu le bateau juste avant la course. On a eu 15 jours pour tout préparer. Et on a collecté beaucoup de data. C'est vrai qu'en tant que nouveau team, les autres teams ont 2 ans de plus que nous en expérience. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu 2 mois de break. Et là, ça a été crucial pour enregistrer toutes les données qu'on a eues, pouvoir les analyser. Et là, je pense qu'on est ici, on est bien préparé. Le bateau est déjà à l'eau. Et je pense qu'on va regarder demain ce que ça donne en qualif. Et à titre personnel, comment passe-t-on du kitesurf à la course de bateau électrique ? C'est complexe ? C'est vrai qu'après, en kitefall, j'ai été plusieurs fois champion du monde, mais j'ai dû arrêter ma carrière juste avant les Jeux de Paris avec un accident de bateau. Et en fait, c'est vrai, revenir sur un support comme ça, pour moi, ça a été assez dur au départ. Mais au final, c'est un support à foil et c'était là où j'excellais et où je peux apporter beaucoup. Du coup, j'apporte beaucoup par rapport au niveau du team, mais aussi à la série, dans tout ce qui est développement et pour la nouvelle génération 2 qui va arriver dans quelques années. L'écurie monégasque est composée d'Oban Ducan et de vous-même. Parlez-moi de la Team Monaco et de votre partenaire Oban. C'est vrai que la team de 1, ce qu'on voulait faire, c'est que ça soit une grande famille. C'est vrai que Monaco, c'est un petit État et on voulait avoir le même esprit, c'est d'avoir une grande famille, que ce soit pour le team. C'est vrai que tout le monde s'entend très bien. On a 4 ingénieurs qui ont fait la Monaco Journey Boat Challenge et qui ont gagné d'ailleurs. Et Oban, c'est la plus jeune des pilotes. Elle a un grand palmarès en tout ce qui est powerboating. Et c'est vrai qu'elle gère vraiment bien ses courses et elle a vraiment une bonne mentalité pour gagner. Parlez-moi de ces bateaux, ces Racebird. Qu'en pensez-vous et comment avez-vous appréhendé la bête en quelque sorte ? C'est vrai que les Racebird, c'est quelque chose de vraiment novateur. C'est 100% électrique, à foil. Ça n'a jamais existé auparavant, avoir des courses comme celle-ci. Mais c'est vraiment chouette. Tout le monde apprend. Ça, c'est la 3e année maintenant.
Et je pense qu'au bout de la 4e et 5e année, on va vraiment avoir des bateaux qui vont aller beaucoup plus vite et beaucoup plus stables. Du coup, j'ai hâte d'y être. Il y a déjà eu une première étape en janvier dernier à Jeddah, en Arabie Saoudite, où vous avez terminé 9e. Vous êtes actuellement au lac de Com pour la 2e étape du championnat. Quels sont vos objectifs, vos espérances, vos attentes? C'est vrai qu'à Jeddah, on a eu des bonnes qualifications. On était vraiment dans le match. Après, en race, on a eu pas mal de problèmes avec le bateau. Et c'est vrai qu'on a eu un problème de performance. En ligne droite, on perdait vraiment énormément et on pouvait rien faire. Mais là, au lac de Com, on est arrivé, on a tout recalibré ce qu'il fallait. On a réglé le bateau pour ici, qui est assez différent parce qu'à Jeddah, on était dans l'eau salée. Et là, on est dans l'eau douce. Et dans l'eau douce, il y a quand même moins de portance. Du coup, il faut tout reciter. Et ce qui est bien, c'est que c'est pareil pour tous les autres teams. Du coup, c'est comme si on revenait à peu près à zéro. Même s'ils ont déjà couru 2 années ici, c'est qu'une race dans l'eau douce. Et ça permet de revenir à peu près dans un piédestal. La 4e étape sur 8, au total, se déroulera à Monaco les 17 et 18 juillet. J'imagine que cette étape-là est importante à vos yeux, vous qui représentez la Team Monaco. C'est vrai que l'étape à Monaco, c'est quelque chose qu'on a tous dans notre cœur. Pouvoir faire quelque chose à Monaco, ça serait vraiment incroyable pour la première année. Après, on va essayer de tout faire pour y arriver. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous dans notre cœur et on aimerait pouvoir faire quelque chose. En attendant, la 2e étape de l'E1 Series se déroule ce vendredi et samedi en Italie. Nous y reviendrons sur Monaco Info. Merci Maxime Nochet d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. On reste dans le domaine maritime, nous l'évoquions dans notre édition d'hier. L'Académie de la mer de Monaco organise actuellement une session de formation à l'étranger. Elle a choisi la Tunisie pour cette 2e expérience hors de nos frontières. Émilie Rousseau, vous êtes sur place avec Julien Laugier. Les échanges continuent dans les salles de cours de l'IHEC. Oui, après un lancement remarqué au sein de la chapelle de l'Institut des hautes études commerciales de Carthage, la 2e session de formation de l'Académie de la mer de Monaco se poursuit ici, en Tunisie, avec un thème dans lequel la principauté est activement engagée. Il s'agit de l'économie bleue, l'opportunité pour nous de découvrir les actions engagées en Tunisie dans ce domaine. Avec 46 000 km de côte, la région méditerranéenne possède des ressources marines uniques. Elle accueille une économie bleue dont la valeur totale est estimée à 5 000 milliards d'euros. La Tunisie mise sur cette richesse naturelle. Les perspectives sont novatrices dans ce pays qui possède l'une des façades maritimes les plus abondantes, mais aussi les plus menacées de la Méditerranée. Naozet Bouriga est directrice générale de l'Institut supérieur des sciences de la mer de Bizerte. Elle est intervenue sur le sujet lors de la session de formation de l'Académie de la mer de Monaco. L'idée, c'était de trouver des voies pour commercialiser des espèces qui ne sont pas exploitées en Tunisie ou bien des espèces invasives dans le cadre d'une économie bleue durable, donc pour sauver, on va dire, les pêcheurs d'une part et l'écosystème d'autre part. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de présenter des travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'une économie bleue durable, en se basant sur 3 axes de recherche. La valorisation des poissons d'eau douce, la transformation des espèces invasives sont des exemples concrets qui ont permis de convertir des contraintes écologiques en ressources économiques. Pendant 3 jours, les 40 auditeurs et auditrices de cette session de formation vont disposer d'une vision globale des enjeux maritimes grâce à des intervenants pluridisciplinaires, un réel atout pour cette promotion engagée. Moi, ça me paraît indispensable en fait, parce que c'est souvent des systèmes qui sont cloisonnés, qui fonctionnent un peu en silo, et on sait désormais que si on n'arrive pas à connecter ces expertises au minimum académique, entre elles, on n'arrive pas à résoudre un problème. En fait, on fait de l'observation, de l'alerte, de la contemplation parfois, mais si on veut vraiment passer à l'action, il faut justement que l'océanographe ou le chimiste discute avec le juriste et l'économiste pour prendre des mesures nouvelles, changer les législations. Et ça peut se faire qu'à travers ce dialogue-là, en fait. L'Académie de la mer de Monaco propose une vraie opportunité d'échange et d'apprentissage, une ouverture essentielle ici en Tunisie, une fenêtre sur la Méditerranée pour une meilleure connaissance du monde qui nous entoure.
Dans le cadre de l'Organisation hydrographique internationale qui rassemble une centaine de pays afin de définir les normes de cartographie des océans et de gestion des données maritimes, plusieurs outils de travail sont actuellement présentés à Monaco, comme des navires ou encore des drones sur l'eau. Arnaud Imbert et Émilie Flamin vous invitent à les découvrir dans ce reportage. Vous l'avez sûrement remarqué, amarré sur la digue du port Hercule, le Caio Duilio. Avec ses 152 mètres de long, ce destroyer de la marine italienne est spécialisé dans la défense aérienne. The ship can provide, as I said before, a bubble in terms of our defense. So we have missiles and guns to protect everything that is inside this bubble of protection. It's amazing because it's a ship that takes command. Its line, the shape of the hull, it's amazing, and it's a very powerful air defense ship. So I'm very proud of that. Lui est bien plus petit, mais très visible dans les eaux monégasques, le Drix 016. Ce navire autonome de surface de 16 mètres de long permet de cartographier les fonds marins. Il a une intelligence, il a des capteurs qui permettent de comprendre son environnement, savoir s'il y a des bateaux autour ou des obstacles, et il est en mesure de les éviter. Mais tous les mouvements qu'il va effectuer vont être monitorés par un pilote qui peut être à proximité ou dans un centre de contrôle à plusieurs milliers de kilomètres. L'objectif est de servir les services hydrographiques du monde entier qui ont des besoins de collecte de données importantes, un contexte international et un contexte environnemental qui nous pousse également à acquérir de plus en plus de données pour comprendre notre environnement, pour notre point de vue de sécurité de navigation et de sûreté de navigation. En plus de ces deux engins, un navire de recherche océanographique américain et un autre espagnol étaient dans le port de Monaco à travers cet événement qui a réuni 104 pays. Terminons ce journal avec ce reportage qui ravira les gourmands. Chaque mercredi, Marcel Ravin propose au Blue Bay, le restaurant étoilé du Monte-Carlo Bay, un rendez-vous gastronomique unique, le rituel des 5 éléments. Toutes les explications dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Marie-Ève B. Ce qui l'anime, c'est être à la pointe de la créativité, une recherche incessante de l'excellence pour surprendre et ravir ses clients. Depuis la mi-mars, le chef étoilé Marcel Ravin propose au restaurant Blue Bay Marcel Ravin un tout nouveau concept, le rituel des 5 éléments. Un parcours gastronomique en plusieurs temps qui s'articule autour de l'eau, du bois, du métal, du feu et de la terre. Des éléments que l'on retrouve dans la décoration du restaurant, dans le design des assiettes, mais aussi donc dans les plats. Il était important de raconter une autre histoire autour des éléments qui ont constitué le restaurant. Et avec Pascal, mon adjoint, je lui ai dit, le mercredi, ce serait bien qu'on fasse un rendez-vous qu'on appelait le rituel des 5 éléments. À la base, je suis parti en m'inspirant de cette cuisine. Attention, elle n'est pas japonaise et tout, mais je me suis inspiré et tout de la cuisine kaiseki. La cuisine kaiseki, c'est une succession de petits plats, on pourrait dire aussi les tapas. Chaque semaine, un menu différent est proposé avec toujours 2 plats par élément. Dans l'assiette, des mets raffinés aux influences méditerranéennes, créoles et asiatiques. Nous sommes sur l'élément de l'eau. Cet élément de l'eau, on a ce qu'on appelle un semi-prix. Ce semi-prix, c'est une gelée et tout de consommé et tout des têtes de crustacés. L'élément bois, s'il vous plaît. La bécasse de mer. Regarde, c'est la langoustine. Farcie d'une duxelle de champignons. Enroulé de filaments de pommes de terre croustillants. On est sur des petits pois à la française parce qu'il faut quand même garder moi, je veux rester quand même dans la tradition et tout de la cuisine. Donc, petits pois à la française, des petits pois sont cuisinés avec de la laitue et là, on a un jus de laitue. Eau, bois, air, feu. Maintenant, on va au métal. Nous sommes sur une barre d'argent et tout avec un sorbet fraise. Nous sommes sur une barre d'or, chocolat. Croustillant avec différentes textures. Le rituel des 5 éléments, c'est une expérience gastronomique qui mêle la précision du geste, l'équilibre et l'harmonie dans l'assiette, à découvrir chaque mercredi au Blue Bay Marcel Ravin. Le rituel des 5 éléments tous les mercredis au Monte-Carlo Bay jusqu'au 24 juin. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont dédiées à la messe de la Saint-Georges en l'église Sainte-Dévote ce jeudi matin. Saint-Georges, comme je l'ai dit précédemment dans cette édition, est le saint patron de la sûreté publique monégasque. À suivre dans une poignée de secondes la météo de Théo Schumer. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt.
Au revoir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo. On part sur un week-end historique. Je parle pour le Grand Prix, pour la météo, n'exagérons pas. Il fera juste un temps magnifique, c'est déjà pas mal. Pour demain, grand soleil le matin, l'après-midi et le soir, avec seulement une petite brise à prévoir. Ça ne devrait pas nous empêcher de sortir. Pour ce qui est des températures, ça remonte. 17 jolis degrés pour le petit déjeuner et jusqu'à 20 degrés à l'ombre au top de la journée. Et puis si vous avez prévu de tremper les pieds, sachez que la Méditerranée affichera 17 degrés au thermomètre. Ce vendredi 24 avril, nous fêterons les fidèles en hommage à Saint Fidèle de Sigmaringen, un religieux franciscain allemand du XVIe siècle, connu pour sa défense du catholicisme durant les guerres de religion en Europe face aux protestants pendant la Réforme, ce qui lui a valu de mourir en martyr comme beaucoup d'autres avant lui, avant d'être canonisé pour son engagement et son sacrifice. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu, il faut aimer l'histoire. Excellente soirée avec nous et je vous dis à demain 19h pour le JT.